besoin que le gouvernement crée quelque chose. En tout cas, un entrepreneur, il doit savoir s'en sortir même sans l'aide du gouvernement. Donc, quand ces facteurs-là sont réunis, il y a un écosystème qui se crée et puis facilement, on arrive à créer quelque chose dans le pays. Donc, c'est ce que j'ai initié avec déjà le monde universitaire, avec la semaine de l'IA notamment, semaine de l'IA et des technologies émergentes. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, nous avons pu participer à la semaine du numérique et en collaboration avec le ministère, nous avons organisé le village startup du Burkina Faso. C'est la première édition du village startup. Si vous avez suivi les échos, hier, il y a eu disons, beaucoup de félicitations au niveau des startups IA. Voilà, il y avait beaucoup de monde au niveau de la branche startup au niveau de la semaine du numérique. Et c'est ce qu'on veut. On veut créer tout cet écosystème-là pour que les choses puissent bien se passer. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je pense que de façon générale, mais aussi je suis entrepreneur, hein, j'essaie de créer les choses autant que possible. Vous savez, quand j'étais dans le monde de l'international, les choses ne marchent pas exactement comme on le veut. Et en tant qu'entrepreneur, on est vraiment fou et on veut réaliser des choses. Et il faut la liberté pour cela. Et la liberté, ça implique qu'on est face à des difficultés qu'il faut vraiment lever. Donc, voici en gros ce que je fais. Maintenant, quel est le rôle des startups dans tout ça? Vous voyez, on a besoin d'innovation. Il faut industrialiser le continent. Et innovation frugale, c'est très important. Alors, une startup, c'est une entreprise généralement qui est temporaire. Alors, on ne crée pas une entreprise pour rester startup pendant très longtemps. OK? Il faut que ce soit temporaire pour mettre en place un modèle économique qui sera viable. Ça, c'est ça l'objectif d'une startup. Un autre objectif d'une startup, c'est d'innover. C'est-à-dire une startup est constamment en train d'innover. Lorsque vous n'innovez pas, vous n'êtes pas une startup. OK? Deux éléments importants qui sont très importants à mentionner et qui mettent en fait la startup au centre de l'industrialisation du continent africain. Encore une fois, je rappelle, ça a été mentionné qu'il faut produire ce que nous consommons et on a besoin de cela et il faut innover. Les startups, ce qu'ils font, disons ce qu'elles font, c'est de regarder les besoins, OK, et de proposer des solutions par rapport à ces besoins-là. De regarder les problèmes qui existent et de proposer des solutions ou disons de voir de façon générale les opportunités et d'apporter quelque chose pour profiter de ces opportunités-là, bien sûr en innovant. Et je dis souvent, en Afrique, tout ce que tu feras va passer comme une innovation parce qu'il y a tellement de choses à faire que tout ce que tu apportes semble nouveau. Des choses qui existent ailleurs, qu'en Afrique, en fait, les gens ne voient pas. Et que si tu essaies de fabriquer ces choses-là ou bien de créer ça localement, c'est déjà une sorte d'innovation à petite échelle. C'est comme ça qu'il faut commencer, juste parce qu'on arrive au stade où on peut vraiment fabriquer des choses un peu plus des choses de plus grande valeur. Donc, vous voyez que en fait, les startups doivent être au centre vraiment de l'innovation parce qu'on n'est pas, malheureusement, il y a beaucoup de soucis au niveau des finances, on va pas rentrer dans ces questions de finances, on va parler lors de la semaine du numérique, le financement des startups est un problème, l'absence de cadre est un problème, le manque même de culture entrepreneuriale est un problème. Bon, ça, c'est d'autres questions. Mais il faut trouver un moyen pour que les startups soient vraiment des catalyseurs de cette industrialisation-là. Mais il y a des débuts. Il y a des débuts, c'est-à-dire il y a des jeunes qui se battent. Comme je dis, les entrepreneurs, généralement, ce sont des gens têtus parce qu'il faut en fait des gens têtus. On dit souvent que Christophe Colomb, on dit entre guillemets qu'il a découvert l'Amérique, mais c'est parce qu'il est têtu, il a voulu y aller, voilà, il a voulu vraiment réunir le fonds pour y aller qu'il a pu le faire. Donc, il faut des gens comme ça, prêts à dépenser des efforts et des ressources pour pouvoir réaliser ce dont ils ont besoin. Donc, il y a quelques exemples, en tout cas, de ce qu'on a pu voir au Burkina Faso comme ailleurs, hein, il y a quelques exemples. Mais avant peut-être de revenir sur ces exemples-là, il faut un peu situer le contexte. OK? Le contexte, c'est important. Il faut dire que le numérique actuellement est, disons, accepté comme un levier de croissance
de compétitivité et de durabilité au niveau du continent africain. Un chiffre important, c'est peut-être, je pense, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, au Nigeria, l'économie du numérique représente autour de 14%, 14 à 15% de l'économie du Nigeria. Ça veut dire que si vous prenez l'économie numérique du Nigeria seulement, ça dépasse toute l'économie du Burkina Faso. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des possibilités ici. C'est-à-dire, si on se met au sérieux au niveau de l'économie du numérique, il y a des possibilités de développer une économie assez forte. Pareil pour l'Afrique du Sud, hein, quand il y a des pays en Afrique, disons en Asie par exemple, en Corée du Sud, plus de 50% de l'économie sud-coréenne est basée sur l'économie du numérique. Donc là encore, ça c'est un exemple qui est hors d'Afrique, mais qui montre que il faut faire quelque chose. Il y a des possibilités au niveau de l'Afrique. Il faut qu'on puisse vraiment tirer notre épingle du jeu dans cela. Un autre contexte qui est assez important, c'est cette tendance à l'industrie 4.0, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation. Il y a aussi, on parle beaucoup de ces gigafactories, voilà. Donc, il y a cette tendance à la 4.0, la quatrième révolution industrielle. On en a parlé tout de suite avec Nafissatou. Alors, moi, la question qu'elle a posée, moi, je dis simplement le Burkina Faso, l'Afrique, la plupart des pays africains, on est tous des sociétés agricoles. C'est ce que je dis souvent à tous mes amis, je dis, on est dans des sociétés agricoles. Même le chef de l'État dit qu'on est, voilà, on est en 1800. C'est-à-dire vraiment, on est très, très en retard. Mais voilà, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, on essaie de tirer notre épingle du jeu dans les autres révolutions, mais on n'arrive pas. Et la preuve de cela, c'est que, vous savez bien, tout le monde le sait, que plus de 70% de la population africaine, disons en tout cas dans le Sahel, à coup sûr, est agricole. Alors qu'aux États-Unis, c'est peut-être 2-3% de la population qui est agricole. Donc, ce sont des éléments comme ça qui montrent qu'on est toujours une société agricole et qu'on n'a pas encore démarré réellement notre industrialisation. Parce que lorsqu'on sera vraiment industrialisé, ça voudra dire que la majorité des travailleurs, la majorité de la valeur sera créée au niveau de l'industrie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais heureusement que, heureusement, il y a du bien, il y a du mauvais, qu'il y a une prise de conscience au niveau des autorités actuelles, en tout cas. On voit que le terme industrialisation revient énormément. On voit beaucoup de choses qui sont lancées. Je ne sais pas si vous voyez les infos, beaucoup d'usines qui sont lancées. À petite échelle, la tomate, le ciment, le coton hygiénique, il y a plein de choses qui sont lancées, qui sont appuyées par les autorités. Il y a aussi cet encouragement à l'innovation du sommet. Voilà, et ça porte ses fruits. Lorsqu'on vient au Burkina Faso, pour ceux qui ont fait 1 an, 2 ans sans venir, lorsque vous venez, vous voyez qu'il y a beaucoup de constructions. Le pays entier est un chantier. Soit c'est un champ de bataille, soit c'est un chantier. Donc, vraiment, c'est vraiment un combat quotidien au Burkina Faso et dans le Sahel de façon générale. Maintenant, j'allais prendre quelques exemples de startups, disons, que je connais au Burkina Faso, notamment ou peut-être ailleurs aussi. Au Burkina Faso, par exemple, vous avez hier une startup qui a été primée, que je vais mentionner. Vous connaissez par exemple l'AFI Concept, qui est une startup en fait c'est un bon exemple d'une startup qui a su en fait regarder la chaîne de valeur, ok, et proposer une solution dans cette chaîne de valeur là. Parce qu'il faut dire quelque chose, c'est que on n'a pas forcément besoin d'innover au niveau de ce qui est manufacturé. Il faut simplement regarder toute la chaîne de valeur et proposer quelque chose, quelque chose au niveau de au niveau de cette chaîne de valeur-là. Il y a, par exemple, il faut trouver et transporter les matières premières, il faut transformer ces matières premières-là dans des unités de transformation, des usines et tout. Il faut transporter et distribuer ces produits-là au niveau du consommateur final. Et quand on regarde toute cette chaîne-là, il y a forcément plein de besoins, ne serait-ce que le transport, la logistique est un gros problème en Afrique. Et cette startup-là, l'AFI Concept, qui a identifié un problème au niveau de la chaîne de froid, a proposé un produit IoT,
c'est-à-dire un produit d'Internet connecté qui permet de résoudre des problèmes disons, de qualité des produits agroalimentaires, de qualité des produits de santé. Donc ça, lorsque, par exemple, vous avez le produit qu'ils ont mis en place, Made in Burkina Faso, vous pouvez en fait garantir que vos produits seront de bonne qualité, vont durer plus longtemps et seront bien pour la santé des différentes populations. Donc les gens, ils commencent à avoir beaucoup de clientèle et ça commence à marcher. Donc c'est un besoin simple, clair, qu'ils ont réussi à identifier. On n'a pas besoin des millions et des millions pour mettre en place ce produit-là. Bien sûr, les millions, c'est sur la durée parce qu'ils ont pris beaucoup de temps pour vraiment mettre en place ça. C'est-à-dire les années qu'ils ont mis à réfléchir, à vraiment optimiser le produit pour que ça marche bien. Ça a pris du temps sur la durée. Mais le produit, il est simple, efficace et il commence à avoir de la demande. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin vraiment de rester sur l'aspect production pour pouvoir le faire. La chaîne de valeur simplement peut aider à innover. Un autre exemple, peut-être au Nigeria, quand on connaît maintenant Omni Retail qui a permis de digitaliser tout le système de distribution au niveau des petits commerçants. Parce que vous savez, c'est un peu comme aussi au Burkina, hein, peut-être qu'il y a une startup ici qui peut lancer la même chose. Il y a un souci de distribution. Lorsqu'on produit et qu'on ne sait pas comment distribuer, alors votre production ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut allier la production et le marché. Okay? Donc, si vous produisez beaucoup d'éléments, vous avez beaucoup de produits et vous n'avez pas un moyen d'écouler, vous perdez de l'argent. Et en ce moment, on va dire que voilà, votre produit, votre industrie ne va pas marcher. Donc, ils ont réussi à digitaliser tous les systèmes en tout cas, dans leur ville, de distribution et faire de telle sorte qu'on sait où est-ce qu'il y a le besoin de distribution, où est-ce qu'il y a un besoin de dépôt et ils apportent directement leurs produits au niveau de ces différents éléments. Et tout est digitalisé. Donc, vous voyez que donner simplement l'information aux producteurs, aux industriels, peut favoriser la distribution et permettre en fait que la production soit plus efficace. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est vrai que notre marché en Afrique est très petit. Si on ne se met pas ensemble, si on ne crée pas en fait des synergies au niveau régional, ça sera difficile d'exploser. Mais quand on regarde même nos pays, il y a tellement des gaps, hein, des poches de marché qu'on n'arrive pas à connecter. Et ça aussi, ça favorise vraiment l'échec de beaucoup de startups qui naissent au niveau local. Donc, quelques exemples, on pourra plus tard ajouter quelques exemples. Mais vous voyez qu'en fait, si on veut innover, il faut être dans un environnement, disons, un cadre qui favorise cette innovation. OK? Il faut être dans ce cadre-là. Et il faut être aussi dans une logique où on ne pense pas, en fait, par exemple, je dis souvent, un innovateur ne doit pas avoir faim. C'est ce que je dis. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on a besoin de financement, en fait. Parce que vous avez besoin, il y a des startups, beaucoup de startups, Alliance Pharma qui a répondu à un besoin clair au Burkina Faso. Si vous voulez mettre en place une solution comme ça, vous avez besoin d'1 an, 2 ans, 3 ans à tester le marché. Et si vous n'avez pas de revenus, si vous n'avez pas de moyens de vivre, vous allez arrêter votre innovation. C'est simplement. Et c'est pour cela, en fait, on a besoin de structures de financement pour pouvoir accompagner les startups. Vous voyez? Et au-delà de ça, si vous avez un environnement qui vous oblige à dépenser ou bien qui facilite pas les affaires, vous allez facilement, disons, abandonner. Je prends un exemple, par exemple, les taxes au Burkina Faso. Lorsque vous créez une entreprise, même si vous ne vendez pas 1000 francs CFA, à la fin de l'année, on va vous dire que vous devez payer des taxes d'au minimum 60 000 francs CFA. Alors que si vous êtes une startup et que vous voulez innover, alors il y a de fortes chances qu'en un an, vous n'avez pas produit suffisamment de fonds pour pouvoir payer les taxes. Donc, c'est des éléments comme ça qui font qu'on a besoin
de structures de financement, on a besoin de l'accompagnement du gouvernement. Et c'est là aussi que la place des gouvernants entre en jeu. Donc, C'est oui. contribuer, j'espère que je vais terminer tout à l'heure, c'est contribuer à mettre en place un environnement qui va faciliter l'innovation des startups et des jeunes qui ont envie de se lancer. Donc, voici quelques éléments. Je pense que j'ai abordé les quelques points qui m'avaient été demandés. Et j'espère qu'avec les différentes discussions, parce que ces parties sont beaucoup plus intéressantes, les discussions, on pourra revenir sur d'autres éléments que je pourrais ajouter avec le temps. Donc, merci encore à vous et puis aux différents intervenants. Et puis, je vous donne la parole pour la suite de ce panel. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bazongo. Je pense que vous avez effectivement balayé l'ensemble des sous-points que nous devions aborder justement dans ce panel. On retient ici vraiment que les startups occupent une place importante et centrale même dans l'industrie africaine parce que les startups, vous l'avez dit, une startup, c'est une entreprise qui se veut regardant des problèmes existants dans la société et qui propose justement qui propose des solutions à ces problèmes-là. Donc, et nous l'avons bien remarqué au cours des différentes révolutions industrielles que nous avons connues, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, en Asie ou en Afrique. Les startups jouent généralement le rôle justement d'éclaireur pour l'innovation et pour le développement justement industriel d'un pays, d'un continent tout simplement. Mais aujourd'hui, si nous devons parler en termes concrets, qu'est-ce qui fait justement des startups, des catalyseurs si importants de la transformation industrielle des différentes nations et pourquoi en Afrique, nous avons tant de mal justement à positionner nos startups, à favoriser justement, à laisser la place à nos startups d'être ce catalyseur si important pour créer un modèle africain de notre industrie. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais l'une des raisons principales, c'est l'éducation. Ça veut dire, pour moi, on a vraiment l'école essentiellement a été faite de telle sorte qu'on n'ait pas envie de créer. On n'ait pas envie de créer des entreprises, créer des startups. On est formé pour travailler dans un système qui existe déjà. Et ça c'est un gros désavantage pour les startups. Et ça joue même sur la culture startup au niveau local. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui arrivent disons, à s'affranchir et puis à être suffisamment têtus et à se lancer. Donc, il y a des possibilités de pouvoir vraiment innover de façon différente. Donc, pour moi, c'est vraiment un élément central, l'éducation et bien sûr aussi les compétences. C'est-à-dire, même si tu veux changer la donne et que tu n'as pas suffisamment de compétences, je pense que ça a été mentionné dans le panel précédent, il y a un manque d'ingénieurs. C'est-à-dire, si on n'a pas assez d'ingénieurs pour créer, ça sera carrément inutile de se lancer. Mais il y a des possibilités, il faut commencer très peu et puis petit à petit arriver au stade souhaité. Michael et moi, je vais juste rebondir par rapport à ce point-là. Effectivement, on parle de start-up, on parle d'innovation. Mais aujourd'hui, par exemple, pour des start-upers qui pensent une idée très brillante, qui le mettent en œuvre, qui arrivent à bricoler, comme on le dit, un concept, un produit, qui mettent sur le marché, qui est innovant. Après, la question, c'est justement, l'objectif d'une start-up, c'est temporel, c'est de pouvoir amener l'entreprise jusqu'à avoir une chaîne établie qui puisse vraiment produire. Et donc, c'est là la question aussi de comment on arrive à pousser ces startups-là pour qu'ils puissent mettre en place des écosystèmes qui leur permettent de produire. Typiquement pour le concept, l'AFI concept, je ne savais pas, mais bon, je pense que c'est un produit qui doit être in fine produit pour être vendu à des clients potentiels. Donc, la question, c'est effectivement, il y a l'innovation qui vient pousser, qui vient éclairer. Après aussi, c'est vraiment assurer la pérennité de ces startups-là jusqu'au stade où ils peuvent avoir des entreprises établies et qui puissent aussi continuer. Quelle approche vous avez par rapport à justement cette... C'est ça. Alors, il faudra peut-être faire une différence entre les start-upers et les bâtisseurs d'écosystèmes. Ça veut dire il y a des gens qu'il faut
qui sont importants pour créer l'écosystème. Parce que l'écosystème ne va pas se créer tout seul. Vous voyez? Par exemple, l'Afrique Concept, l'exemple que j'ai mentionné, ils ont bénéficié de beaucoup d'acteurs qui sont dans l'écosystème. Sans eux, ça aurait été difficile pour l'Afrique Concept de vraiment exploser. Vous voyez? Donc, il faut ces différents types de... Bon, disons, on peut dire que ceux qui créent aussi les écosystèmes, ce sont des formes d'entrepreneurs, disons, entrepreneurs sociaux, okay, qui vont mettre leur énergie pour qu'il y ait un environnement qui favorise d'autres LAFIC Concept, parce qu'il ne faut pas seulement un LAFIC, il faut en fait plusieurs. Et quand c'est dit, pourquoi il faut faciliter cet écosystème, c'est parce que quand il y a de la résistance, on abandonne. Okay? Et le travail de celui qui construit l'écosystème, c'est de faire de telle sorte que ce soit le plus simple possible pour que l'innovation soit le plus facile possible. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je pense que il n'y a pas que, en fait, encourager les gens, mais c'est créer vraiment cet environnement-là pour que les gens puissent. OK. Pour revenir un petit peu à ce que vous aviez souligné un peu concernant l'Afrique particulièrement, vous l'aviez dit, en fait, là, en Afrique, il y a tellement de problèmes que lorsque tu viens avec une solution, tu as l'impression qu'en fait, c'était une solution, une révolution, parce que les problèmes sont vraiment, il y en a partout, que ce soit dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la santé, il y a tellement de problèmes où nous avons besoin de solutions. Mais aujourd'hui, concrètement, quelle innovation portée par les startups aujourd'hui vont créer un vrai impact sur l'industrie africaine aujourd'hui? Alors, souvent, ce que je dis souvent, c'est que innover, ça commence d'abord par soi-même. Okay? Par exemple, moi, je suis ingénieur en IA. Si vous me demandez les grands problèmes de l'Afrique, je peux vous les citer, quelques-uns en tout cas. Mais je ne suis pas potentiellement la bonne personne pour aller résoudre ces problèmes-là. Vous voyez? Par exemple, vous pouvez peut-être pas résoudre des problèmes de l'énergie ou bien des problèmes de la connectivité. C'est-à-dire chacun doit choisir son domaine d'excellence, son domaine qu'il maîtrise et regarder les problèmes qui sont dans ce domaine-là et les tacler. Vous voyez? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Je dis souvent, j'adore l'Afrique parce que les problèmes sont à perte de vue. Mais il y a autant d'individus qui peuvent, s'ils sont suffisamment matures et suffisamment ambitieux, de prétendre vouloir résoudre ces problèmes-là. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un problème spécifique, le plus gros problème. Tout est important en Afrique et chacun doit simplement se saisir de quelque chose et y aller. Mais bon, si on veut rentrer un peu de façon politique, si on veut rentrer dans les questions politiques, on va dire que voilà, l'agriculture, c'est un groupe où on n'arrive pas à se nourrir. Vous voyez, l'énergie est un gros problème. Pour moi, l'énergie, c'est l'un des problèmes les plus gros problèmes qu'on a actuellement, c'est l'énergie. Parce que tout part de là. Si vous n'avez pas assez d'énergie, votre connectivité va en souffrir, l'agriculture va en souffrir, la logistique va en souffrir. Donc, vraiment, l'énergie, c'est un gros. La logistique, c'est un gros problème, une grosse plaie pour l'Afrique. Donc, on peut en citer les problèmes de l'Afrique. Mais si on en cite, quelle est la suite? Vous voyez? Ce qu'il faut faire, c'est amener ceux qui sont dans ce domaine-là, les experts de la logistique, à proposer des solutions, à d'abord avoir envie de résoudre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Hein. Souvent, je ne sais pas si vous le savez, mais souvent en Afrique, on dit, ici c'est l'Afrique, ici c'est comme ça. Ça veut dire qu'on a accepté le fait que l'Afrique est comme ça. Alors qu'en fait, il faut changer soi-même notre mentalité, dire, non, c'est comme ça en Afrique, mais il faut changer ça. Ouais. Et c'est ça, en fait, ce combat intérieur que chacun doit faire et puis décider qu'en fonction de mes capacités, voici ce que je veux faire pour résoudre ce problème-là. OK. Donc, pour continuer en même temps dans cette lancée de politique, pour ne pas justement, on va dire, nationaliser ce débat que nous menons ce matin, nous avons vu, justement, vous avez parlé de la semaine du numérique et puis du village de l'IA.
qui sont vraiment des initiatives qui sont importantes justement pour propulser le développement de l'industrie africaine tout simplement. Donc, où est-ce que je vais en venir? C'est qu'aujourd'hui, comment évaluez-vous l'implication réelle des gouvernements justement dans la création d'écosystèmes, puisqu'on a beaucoup parlé de l'écosystème, d'un environnement qui puisse favoriser justement le développement des startups et puis de l'industrie de manière générale. Comment évaluez-vous l'implication de l'industrie, du gouvernement justement dans cette bataille aujourd'hui? Alors, je pense que ça dépend de chaque pays africain, ok? Les pays ont différentes politiques, mais ce que je constate de façon un peu générale, c'est que d'abord, il y a beaucoup de court-termistes. Il y a beaucoup de pays qui ont des politiques court-termistes. Par exemple, il y a eu le thème de vous avez parlé de la semaine du numérique. Le thème de la semaine du numérique, c'était sur l'IA. Mais est-ce que l'année prochaine, ça sera sur l'IA? Peut-être pas. Donc, on va avoir en fait un événement, on va dire qu'on a fait de l'IA, mais après, on ne va plus en fait en parler. Alors qu'il faut que ce soit constant. Il faut qu'on reste dans la constance pendant un très longtemps. Et puis, souvent aussi, il n'y a pas d'association des acteurs. C'est-à-dire, très souvent, vous avez, dans certains pays, beaucoup de gouvernants qui veulent faire des choses, mais qui n'associent pas les acteurs. C'est-à-dire, ils décident d'objectifs qu'ils veulent atteindre, mais comme les acteurs ne sont pas associés, il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Et puis, comme ils ne seront plus présents, ils ne seront plus aux affaires, il n'y aura personne à accuser. Donc, il y a ces éléments-là qui manquent. Mais je pense que de façon générale, les Africains sont en train de se réveiller, mais c'est un peu tard. Ça, c'est mon avis. C'est un peu tard. On se réveille, disons, en suivisme. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez l'IA, le digital, l'IA, par exemple, il y a eu plein de sommets à l'étranger sur l'IA. Et c'est à la suite de tous ces sommets à l'étranger, là, des dizaines et dizaines de sommets, que l'Afrique finalement a dit, il faut que maintenant on fasse des sommets. L'Europe a débloqué tant de milliards, l'Amérique a débloqué. L'Afrique aussi a dit qu'on va débloquer tant de milliards alors qu'on ne sait pas où est-ce que les milliards, d'où est-ce que ça va sortir. Bon, on est un peu dans le suivisme sans vraiment une vision claire. Et c'est ça un peu le souci. Sinon, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose et il faut qu'on le fasse vite parce qu'il y a un gros risque de retard économique qui va se créer. Un gros retard qui va se créer du fait du fait qu'on ne rentre pas dans cette technologie de l'IA, de la blockchain. Donc, c'est ce que je peux dire, mais ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est l'écosystème en fait, c'est-à-dire les acteurs, des gens comme nous et comme vous. Par exemple, cet événement, je considère que ça fait partie de l'écosystème. Et il faut que chacun puisse tirer la sonnette d'alarme et puis faire le travail qu'il faut. Très bien, très bien. Merci beaucoup. En fait, justement, là, vous venez répondre directement à la question que j'allais poser suite à ça. C'est est-ce que le rôle, justement, aujourd'hui n'est pas partagé? Puisqu'effectivement, il y a le gouvernement, mais il y a aussi les acteurs clés qui sont notamment les acteurs du domaine financier, les entrepreneurs et tous ceux qui interviennent. Et même aussi la population, parce que je disais tout à l'heure dans le commentaire, quelqu'un qui disait qu'il a remarqué qu'au Burkina Faso, par exemple, les Burkinabés n'acceptent pas le changement, surtout au niveau du numérique. Donc, il y a tout un travail de fond qui doit être fait par les différents acteurs clés, justement. Donc, je ne sais pas combien de temps il nous reste pour cette discussion. Je ne sais pas, Nafi, tu peux rapidement... je pense qu'on tire vers les dernières minutes de cette deuxième session-là. Moi, je vais juste rajouter une dernière question par rapport, enfin, pas une question, mais aujourd'hui, on a parlé justement des innovations des startups. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis en France et je sais qu'il y a un événement qu'on appelle Vivatech Technologies, par exemple, qui met en avant toutes les innovations possibles. Je voyais cette année une délégation de la Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour contextualiser ou pour pointer du doigt des pays, qui a vraiment fait une délégation pour amener leurs innovations. Vous étiez peut-être une délégation de 5-10 pour présenter à ces grands événements-là. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, pour ramener, et là, je reviens peut-être au cas du Burkina, mais ça peut être s'appliquer à tous les pays africains, pour ramener nos acteurs qui justement se lancent dans l'innovation, pour qu'ils puissent présenter leurs solutions. Et peut-être que si nous, on n'a pas l'écosystème qu'il faut pour porter ces solutions-là jusqu'à vraiment des activités pérennes, que justement les gens qui viennent visiter puissent voir ce qu'on peut faire et accompagner comme il le faut aussi. Est-ce que ce ne serait pas aussi des politiques à mettre en place pour qu'on puisse
être représentés dans les grands événements, comme on l'a dit tout à l'heure? C'est une bonne question et ce sont les acteurs de l'écosystème qui doivent le faire. C'est eux qui doivent en fait être au devant de cela. Et c'est prévu. J'ai parlé tantôt du village startup, la première édition cette année, qui a permis l'objectif du village startup, c'est d'être une sorte de mini Vivatech au Burkina Faso. Donc, on a pu en fait réunir les acteurs, les startups, les autorités. On a eu 3 ministres de l'AES qui sont passés regarder le village startup. Et c'était la première fois. C'est-à-dire, il faut que déjà localement, on arrive à se donner de la confiance. Oui, c'est possible, on peut le faire. Entre nous, on se connaît, on travaille à le faire. Et après ça, on pourra maintenant voir, OK, dans quel pays on peut aller, montrer en fait ce qui se fait au Burkina Faso. Et comme je l'ai dit, la première édition, disons déjà hier, il y a eu des noms, les meilleures startups ont émergé. Et puis, on peut dire, OK, on va présenter ces startups-là au monde entier. Il y a déjà un plan comme ça, on pense à notamment GTEx au Maroc. Tout à fait. GTEx à Dubaï. Donc, c'est GTEx l'événement qu'on vise le plus. Oui. Bon, Vivatech, vous pouvez imaginer pourquoi pour l'instant on ne vise pas Vivatech. Mais bon, ce sont des éléments auxquels on pense vraiment. Mais j'aimerais juste chuter et revenir à l'élément qui a été mentionné, le fait que les Burkinabés sont un peu réticents au changement. C'est une réalité, c'est-à-dire la résistance au changement est réelle dans des zones comme le Burkina Faso. Donc, en fait, tout ça, c'est l'éducation. C'est-à-dire, on a une éducation, surtout, vous voyez, les gens aiment la culture, les gens tiennent à la culture, les gens tiennent aux coutumes, oui, avant c'était comme ça. C'est ça, en fait. Donc, ça fait que quand il y a de nouveautés, c'est difficile. Mais c'est difficile surtout pour l'entrepreneur. L'entrepreneur doit trouver un moyen de convaincre. Donc, il faut qu'en fait, l'entrepreneur sache vendre. C'est pas impossible, mais c'est juste difficile. Et ce qui est bien, c'est que quelqu'un qui est réticent, quand tu arrives à le convertir, lui-même, il devient ton ambassadeur. Donc, en fait, c'est un travail que l'entrepreneur doit apprendre à faire, apprendre à vendre, apprendre à convaincre dans un environnement très réticent. Mais je pense qu'avec les différents accompagnements, parce que c'est pour ça, en fait, les entrepreneurs ont besoin d'accompagnement, c'est possible et ça va se faire. Ouais. Ok, bon, je pense que là, nous tirons un peu vers la fin de ce panel-là. Et donc, on va finir peut-être avec quelques recommandations, peut-être. Si vous deviez faire une ou deux recommandations qui puissent améliorer la collaboration, par exemple, entre les gouvernements, les grandes entreprises et les startups, quelles seraient ces recommandations, justement, pour favoriser la mise en place d'un écosystème qui permette, justement, le développement des startups et des industries africaines? Actuellement, c'est déjà en cours. Il faut en fait un cadre d'échange, de dialogue entre les startups, les autorités et puis disons les grandes entreprises. Il faut un cadre. Et on parle beaucoup de Startup Act. Ok, Startup Act, c'est un cadre qui peut favoriser cela pour que les gouvernants sachent ce dont les startups ont besoin. Et pour que les startups sachent ce dont le gouvernement a besoin, parce que le gouvernement aussi a des objectifs qu'il veut atteindre. Okay? Et pour que les grands entrepreneurs qui puissent aussi soutenir l'écosystème, parce qu'on a besoin d'un investissement local. Il ne faut pas que chaque fois, en fait, on cherche à avoir des investissements à l'État. Donc, la création du cadre, pour moi, c'est la chose la plus importante, la plus fondamentale. S'il y a un cadre, toutes les choses vont se faire de façon naturelle. Il n'y aura pas, en fait, parce qu'en ce moment, on crée un système gagnant-gagnant. Tout le monde sait que si j'aide celui-là, moi je gagne, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment la seule recommandation. On ne va pas faire une liste de recommandations. C'est ça. Et un cadre pour que le dialogue se crée. Et ça a commencé lors de la semaine du numérique. C'était la première fois que durant une semaine, le mot startup sortait de la bouche de dirigeants. Startup. Vous voyez, en fait, les gens en parlaient énormément. Ouais. On a parlé de l'écosystème, on a parlé de levée de fonds, on a parlé de Startup Act. Donc, vraiment, il y a eu même le chef de l'État a choisi sa startup coup de cœur, le président de l'Assemblée. Donc, vous voyez, ce sont des choses, ça va venir petit à petit. Et c'est ça, en fait, qu'on demande simplement. Voilà.
Intéressant, intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bazongo, pour ces échanges, pour ces éclairages et justement pour ces recommandations qui sont d'un tremplin pour un avenir plus industriel, plus développé en fait avec l'industrie africaine. Donc, sans plus tarder, nous vous disons vraiment grand merci et nous allons peut-être demander à la technique de remettre l'affiche principale sur l'écran pour que nous puissions nous rappeler un peu ce qui nous réunit ce matin avant de passer à notre dernier intervenant qui va nous entretenir sur le troisième panel. Donc voilà, ce matin, nous sommes réunis autour du sommet de la journée de l'industrialisation de l'Afrique sur le thème « Repenser l'intégration de l'industrie africaine dans la chaîne de valeur mondiale ». Ce matin, nous avons eu déjà un premier panel qui s'est passé avec Dr Alfred Sawadogo. Nous venons de terminer justement avec M. Bazongo sur la transformation digitale des industries africaines. Et donc, dans quelques instants, nous allons recevoir notre dernier panéliste qui va nous entretenir cette fois-ci justement sur le rôle des nouvelles technologies dans le développement industriel de l'Afrique. Donc, je sais pas, voilà. Nous allons recevoir maintenant M. Abdelaziz Serdi sans pause interlude. Nous voulions faire une pause, mais il semble qu'il est mieux que nous puissions entamer directement puisque c'est le dernier intervenant avant la table ronde. Donc, notre troisième panel va porter sur le rôle des nouvelles technologies dans le développement industriel de l'Afrique. Ce panel sera animé par notre cher ami, notre cher frère, M. Abdelaziz Serdi, qui est ingénieur IoT, spécialiste de l'industrie 4.0, spécialiste de la maintenance prédictive et de l'industrie durable. Donc, sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour qu'il nous dise un peu plus sur son profil avant de nous faire sa présentation. Je rappelle que c'est une présentation qu'il va faire au lieu d'une discussion. Il va faire une présentation et puis à la fin, nous allons avoir une petite session de questions-réponses rapidement avant de passer à la table ronde. Donc, Monsieur Abdelaziz Serdi, merci d'être là ce matin. À vous la parole. Merci infiniment à l'équipe LMS. Merci à toi, Yahya. Merci à Mademoiselle Nofissatou et à Zakaria de m'avoir invité à cet événement qui est un événement pour moi essentiel, crucial pour que nous puissions mettre en clair les différents aspects qui touchent tout ce qui est digitalisation et industrie 4.0 à travers le continent africain. Je suis Abdelaziz Serdi, je suis ingénieur électromécanicien de formation, 12 ans d'expérience en industrie, dont 8 ans étaient principalement en industrie 4.0, en maintenance prédictive digitale. Et du coup, donc, j'ai été invité pour pas faire une présentation, mais plutôt partager un retour d'expérience venu du terrain, venu du vécu au sein de l'industrie, principalement au niveau du Maroc, mais aussi au Royaume-Uni et en Europe. Et peut-être partager mon retour d'expérience par rapport au panel que vous avez proposé. Donc, si vous le permettez, je vais seulement essayer de partager mon écran et j'espère bien que ce serait possible de le voir. Donc, oui, je pense que c'est possible. Donc, en rappel, Monsieur Serdi va s'entretenir avec nous, comme il a dit, sur un retour d'expérience. Il va présenter des cas d'usage concrets de l'IA, de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets dans des secteurs clés, simplement l'énergie, l'agriculture, maintenance et logistique. Il va aussi peut-être débattre des enjeux liés à la cybersécurité, à la souveraineté des données industrielles, et enfin, une feuille de route d'initiative à soutenir pour un déploiement responsable des technologies émergentes. Je pense que si sa présentation est prête, il peut, commencer simplement. Je ne sais pas si vous pouvez la voir en entier. Est-ce que c'est bon ou bien je dois faire un zoom? Ouais, je pense que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Bonjour. Je ne sais pas.
Oui, Ouais, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? l'écran est bon, oui, nous voyons bien. Parfait, parfait, parfait. Alors, je me présente encore une fois, donc Abdelilah Sardi, je suis représentant de CBM Partners Afrique et Airbus Instruments Afrique, principalement spécialiste de la maintenance prédictive et des technologies industrielles. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vision euh, venue du vécu, une vision d'une Afrique qui, euh, malheureusement, elle est maintenant, on est en retard, mais je le vois plus un aube d'un immense saut technologique parce que en termes de développement des technologies et de l'industrie 4.0 au niveau de l'Afrique, je dirais que le marché africain est un marché qui est encore vierge. Et pour moi, ce n'est pas une menace, mais plutôt une opportunité pour les startups marocaines. Donc, marocaines et africaines, pardon. Donc, pendant longtemps, on a décrit notre continent comme en marge de la révolution industrielle, mais la vérité maintenant, c'est que on est vraiment proche d'un tournant qui peut changer à jamais notre manière de produire, d'innover et de créer de la valeur. À l'image des deux premières interventions que je remercie énormément, les deux intervenants ont mis le point sur ce qui manque à l'Afrique et quelles sont les opportunités de développement de l'industrie au niveau de l'Afrique. Mais pour moi, il y a deux principaux facteurs, c'est la technologie et l'humain. Donc voilà. Donc deux données essentielles. Je pense que la première a été bien évidemment évoquée, c'est que déjà on est 70% de la population africaine est de moins de 30 ans. Donc pratiquement c'est le continent le plus jeune au monde. En le comparant avec l'Europe, la différence elle est vraiment énorme. Et pour moi, ce chiffre n'est pas seulement impressionnant, mais il est révolutionnaire parce que un continent jeune, c'est un continent capable d'apprendre vite, d'adopter les nouvelles technologies, d'innover sans être prisonnier d'anciens modèles. Et bien sûr, ça va mener à une discussion comment instaurer ce changement, vu qu'il y aurait toujours une résistance à ce changement. Mais sachez que d'ici 2030, un jeune sur trois dans le monde sera africain. Donc, l'opportunité, elle est grande. Et c'est seulement pour vous dire que déjà, il n'y a pas un manque d'êtres humains, il n'y a pas un manque de capacité et de compétences, mais je le dirais franchement, il y a un manque vraiment de sérieux au niveau des décideurs, au niveau des politiciens et au niveau des stratégies économiques qui sont instaurées à l'échelle de l'Afrique. Aujourd'hui, notre continent reste encore trop dépendant de l'exportation de matières premières, qui est bien évidemment vendue à un prix qui est vraiment pas cher, mais après sa transformation, l'Afrique le rachète avec des valeurs qui peuvent aller à des dizaines, voire des centaines de la valeur initiale de la matière première. Et cette dépendance nous fragilise face aux chocs économiques mondiaux. Et le dernier exemple était le Covid, où l'Afrique est complètement dépendante de la production des vaccins, que ce soit en Europe ou bien en Chine ou bien en Amérique du Nord. L'Afrique était vraiment en retard pour avoir cette souveraineté en termes de vaccins, mais même en avant 2008, si vous vous rappelez, il y avait, c'est-à-dire le choc économique dont l'Afrique était l'un des continents les plus impactés. Donc, en parallèle, ce que nous voyons à travers le monde et à travers mon expérience, c'est que les chaînes de valeur se retransforment et se redessinent. L'intelligence artificielle devient maintenant centrale, l'énergie propre devient stratégique et l'IoT ou bien l'Internet des objets transforme les usines. Donc pour l'Afrique, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est encore une opportunité et pas une menace. Mais il faudrait que les gens qui agissent sur le secteur industriel doivent devenir partenaires, acteurs et créateurs de technologies industrielles. Avant
Donc, on parle toujours d'industrie 4.0, industrie 5.0, mais j'aimerais bien mettre en évidence, c'est-à-dire quelles sont les différentes phases de transformation et les révolutions qu'a connues l'industrie à travers l'histoire. Donc, l'industrie 1.0, c'est l'industrie principalement, c'est-à-dire mécanisée, la machine à vapeur apparaît, les usines se créent et la production de masse commence. Après, au 19e siècle et début du 20e siècle, on parlait de l'industrie 2.0 où l'électricité et la production de masse ont fait face par rapport à la chaîne de production. Donc, on parle plus de chaîne d'assemblage, c'est-à-dire ce qui a vraiment transformé la production mondiale. Et maintenant, à partir de là, la production a rentré dans l'ère de la rapidité. Dans les années 70 jusqu'à 2000, là, on avait commencé à intégrer tout ce qui est automatisation et électronique. Et du coup, nous avons commencé à parler de tout ce qui est informatique, les automates industriels, les robots commencent à arriver et les machines deviennent programmables. Pour la première fois, l'humain ne fait plus seulement des efforts physiques, mais il commence à piloter des systèmes intelligents. Et après, on est passé à l'industrie 4.0. C'est l'époque dans laquelle nous sommes actuellement aujourd'hui. Donc, on parle plus de capteurs IoT, d'intelligence artificielle, la data, la big data, le cloud, qui ont commencé à intégrer l'aspect informatique, l'aspect big data dans le contexte industriel. Donc, ce qui manquait entre l'industrie 3.0 et l'industrie 4.0, c'est de faire émerger, c'est-à-dire la technologie d'information avec toutes ses capacités, toutes ses capacités au sein du secteur industriel. Et maintenant, nous avons déjà commencé à parler de l'industrie 5.0 qui met en évidence, c'est-à-dire le facteur humain. Donc, après tout ce qui est industrie 4.0, tout ce qui est digitalisation, on commence à parler de l'aspect collaboratif entre l'être humain et les machines qui sont déjà digitalisées. Alors, plusieurs technologies ont commencé à transformer déjà les industries dans le monde, mais je vais parler des principaux piliers de cette transformation industrielle dans son aspect technologique. Donc, on parle principalement de l'IoT, l'Internet des objets industriels. On parle de capteurs intelligents qui permettent de surveiller les machines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en temps réel. On parle maintenant de l'intelligence artificielle qui analyse, permet de prédire et optimiser les performances industrielles en mixant l'aspect process et l'aspect maintenance et l'aspect logistique. La digitalisation des processus à travers des ERP, des CRM, et du cloud et de l'énergie intelligente, c'est-à-dire digitaliser la gestion énergétique, que ce soit à travers le solaire, les microgrids et le stockage, mais en ajoutant l'aspect IoT à ces aspects-là qui permet une optimisation de stockage d'énergie. Alors, toutes ces technologies ensemble, ils permettent de créer une industrie qui est plus connectée, je dirais plus fiable et plus durable, parce que une fois que vous ayez c'est-à-dire un espace où il y a toute la data centralisée dans une plateforme qui est unifiée et qui permet d'analyser toutes ces data et commencer à créer des modèles spécifiques à chaque machine, à chaque process, qui permet de monter un modèle prédictif qui est bien, c'est-à-dire ciblé sur cet aspect-là. Donc, on commence à parler d'une transformation digitale qui est efficace et efficiente. Alors là, je mets le point seulement sur, c'est-à-dire un exemple qui est venu de mon vécu personnel, parce que j'avais travaillé sur la maintenance prédictive digitale depuis plus de 7 ans et là, je peux vous donner quels sont les différents aspects qui peuvent toucher l'industrie
en Afrique dans son aspect maintenance, mais qui permet de se donner cette valeur ajoutée à l'industrie africaine. Donc, comme j'avais parlé, donc on parle principalement de l'IoT. Donc, l'IoT, sa base principale, c'est les capteurs connectés. Donc, et c'est là c'est le principal facteur qui a permis de passer de l'industrie 3.0 à l'industrie 4.0, c'est de connecter les machines à travers des capteurs intelligents. Et quand on parle de machines industrielles, on parle de l'état de santé de la machine. Donc, on parle de paramètres de santé qui sont principalement donnés à la vibration, à la température, à la vitesse. Plusieurs écosystèmes maintenant dans le marché mondial permettent de c'est-à-dire transformer ces machines-là sans avoir à les changer d'une machine qui est passive à une machine qui est active, à une machine qui est connectée, à une machine qui est intelligente, en ajoutant ces capteurs-là. Donc, et ces capteurs-là permettent principalement de surveiller en temps réel, analyser les données 24 heures sur 24, monter des modèles prédictifs. Vous pouvez mesurer tout ce qui est vibration, température, vitesse, la performance, l'énergie consommée par votre machine. Alors, seulement imaginez que avec ces capteurs-là, on peut rendre toute une usine connectée et par la suite, nous pouvons arrêter et stopper les arrêts non planifiés. Comme vous le savez, dans les industries, le cauchemar d'une industrie lourde ou bien d'une industrie minière, d'une industrie cimentière, c'est les arrêts non planifiés parce que l'impact, il est colossal, que ce soit sur le coût de la réparation, mais aussi sur le coût de la production. Vu que c'est non planifié, ça peut arriver à n'importe quel moment durant la phase de production et toute la chaîne de production, elle est impactée. L'impact de l'arrêt, le nombre d'heures d'arrêt, le coût de réparation, il est énorme. Donc, grâce à l'intégration des capteurs connectés, des capteurs qui sont intelligents, des capteurs qui peuvent vous envoyer des notifications alarmantes basées sur un modèle prédictif qui a été généré suite à l'acquisition de la big data, ça permettrait à un certain moment pour l'utilisateur de recevoir des notifications qui sont ciblées, qui vous disent que il y a une probabilité d'avoir, c'est-à-dire un défaut d'ici 3 ou bien 4 semaines. Ça permet aux industriels de déjà préparer un arrêt planifié pour permettre de faire ces corrections-là. Je vous donne seulement un visuel par rapport, c'est-à-dire un exemple d'un écosystème de capteurs qui est maintenant présent sur le marché, que j'avais même pu installer sur différentes industries, que ce soit au Maroc, en Afrique, au Royaume-Uni et en Europe. Donc cet écosystème-là, c'est un écosystème basé sur des capteurs IoT, des capteurs qui sont intelligents, des capteurs qui sont sans fil, qui envoient les données vers un espace cloud. Ça pourrait être, c'est-à-dire vers un cloud qui est, c'est-à-dire national, un cloud qui est local. Mais le plus important, c'est que l'écosystème te permettrait de transformer une machine classique dont tu n'as aucune visibilité sur l'état de santé vers une machine qui est intelligente. Et ça, c'est le genre de solution que maintenant les industriels cherchent. C'est au lieu de changer toute une machine pour que je puisse avoir, c'est-à-dire une connectivité digitale, une connectivité qui est avancée, je préfère transformer l'existant c'est-à-dire le faire évoluer vers l'ère de l'industrie 4.0 en ajoutant des capteurs qui sont intelligents. Principalement, c'est des capteurs liés à la maintenance, tout ce qui est vibration, température, l'ampérage, le courant électrique. Mais l'essentiel, c'est que vous pouvez voir que dans le marché mondial, les solutions, ils sont disponibles. C'est seulement qu'il faut que les startups africaines et les entreprises africaines
c'est-à-dire faire le benchmark sur le marché international et ramener ces solutions vers le marché africain pour permettre déjà de faire connaître, c'est-à-dire les tendances en développement technologique aux industriels africains. Cette solution, ou bien plusieurs solutions maintenant, te permettent d'avoir une accessibilité en temps réel à vos données. Ce screenshot que vous voyez ici sur ce slide, c'est un screenshot de l'une des usines que je supervise moi-même et à travers lequel je peux gérer mes capteurs, je peux changer la configuration des capteurs, je peux changer la périodicité de prise des mesures, je peux lancer des mesures en temps réel et je peux gérer tout l'écosystème de mes capteurs qui sont installés sur les mesures à distance. Maintenant, je vous parle c'est-à-dire en retour d'expérience. Maintenant, je gère plus de 50 bases de données de plusieurs et différents secteurs industriels, principalement basés en Europe et au Maroc, sur lesquels on fait tout ce qui est reporting. Donc, l'avantage de ces solutions-là, c'est que quand il s'agirait de faire remonter de la data, ce n'est plus une question de coût ou bien de temps, parce que ça permet déjà aux clients de faire une montée en compétence de ses employés, des collaborateurs chez l'usine. Il ne perdra pas de temps pour prendre la data, mais il va investir son temps plus pour analyser ces données et faire du reporting. Chose que nous sommes maintenant en train de le faire. C'est pas du futur, c'est-à-dire ça se passe maintenant. Nous avons plusieurs contrats de services sur lesquels tout ce que nous faisons, c'est nous connecter au capteur, remonter les données et faire le reporting. C'est ça. Donc, et je parle maintenant plus d'une trentaine ou bien quarantaine d'usines que je supervise moi-même à travers ces bases. C'est seulement pour vous donner une idée sur à quel point on est maintenant avancé. On parle aussi d'accessibilité à des dashboards qui sont dynamiques, qui changent d'état basé sur l'historique des données. Donc, quand tu vois qu'il y a un indicateur rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ces indicateurs, ils prennent en considération le niveau de criticité des machines. Ils prennent en considération, c'est-à-dire l'état de dégradation dans le temps de la machine pour te donner un indicateur, que ce soit rouge, vert ou bien sur l'état de votre machine. En ajoutant des outils d'aide à la décision et des outils de diagnostic qui permettent de faciliter l'analyse de cette data. Donc, ça, je voulais vraiment vous donner un exemple concret, c'est-à-dire du niveau auquel nous sommes maintenant arrivés en avancée technologique. Est-ce que cette technologie elle est accessible aux industriels africains? Absolument oui. Donc, je vous dirais que même si on parle de rapport qualité-prix, si on parle c'est-à-dire de compétences techniques africaines qui permettront, c'est-à-dire de gérer ces solutions-là, c'est pas ça qui manque. Ce qui manque, c'est augmenter la visibilité de ces solutions-là par rapport au marché africain à travers les intégrateurs locaux. Et ça permettrait de nationaliser et de voire régionaliser la compétence à l'échelle de l'Afrique. Et ça permettrait aussi c'est-à-dire encourager les industriels à travailler et avoir un support local au lieu de faire appel à des entreprises qui sont à l'échelle mondiale dont l'impact sur le coût financier est vraiment colossal. Je vous donne un exemple du réel. Si une solution est complètement instaurée à l'échelle du Burkina ou bien du Maroc et dont vous avez le support local, donc déjà la maintenance de la solution elle-même ne vous coûtera pas cher parce que vous avez du support local. Et je vous parle en connaissance des choses parce que actuellement je gère aussi le marché africain d'Airbus Instrument Afrique et je suis à la recherche de partenaires locaux dans les pays africains.
Donc, ça, c'est aussi pour moi une invitation à n'importe quel. Et s'il y a une start-up ou bien une entreprise qui est vraiment motivée à développer les nouvelles technologies en maintenance prédictive, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à la recherche de partenaires locaux pour essayer d'intégrer ces nouvelles technologies dans les industries parce que mon expérience a été faite dans le secteur minier, dans le cimentier, dans l'agroalimentaire, dans l'énergie. Et je sais très bien que ce genre de solutions vont apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire aux industriels africains. Ça, c'est un exemple réel c'est-à-dire qui est venu du vécu dans une industrie d'embouteillage des boissons. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que grâce à cette solution que je vous ai présentée et qui a été installée, nous avons pu faire un suivi dans le temps de certains indicateurs liés à la machine tournante. Nous avons vu qu'il y a une dégradation qui a commencé, c'est-à-dire en juin-juillet. Ça a permis à notre client, c'est-à-dire de planifier un changement d'un roulement au niveau d'une machine. Et c'est une machine c'est une ligne d'embouteillage qui est en série. Donc, cette machine-là, si jamais il y avait une erreur, c'est-à-dire un défaut non planifié ou bien un arrêt non planifié de cette machine-là, l'impact financier sera énorme. Mais grâce à cette solution-là, grâce à des solutions qui sont similaires, je dirais, vous pouvez envisager et planifier votre intervention bien avant, planifier, organiser, c'est-à-dire avec le département maintenance et le département production, planifier un arrêt planifié pour faire le changement, c'est-à-dire adéquat. Et du coup, vous pouvez voir que ces indicateurs en vibration sont largement revenus vers l'état normal. Si jamais il n'y avait aucune visibilité sur l'état de cette machine-là, l'impact financier serait énorme. Au lieu de changer seulement un roulement, vous aurez à changer toute la machine et impacter tout le processus industriel de production. Ça, c'est un exemple. Et des exemples similaires, j'en ai des dizaines. Vous pouvez, c'est-à-dire, me contacter. Peut-être que par la suite, dans la table ronde, on pourrait parler plus de ça. Mais ça, c'est un exemple concret. Pardon? Oui, je disais qu'effectivement, je pense que c'est vraiment impressionnant les exemples comme ça que vous citez parce que ça nous dévoile à quel point justement les nouvelles technologies peuvent faciliter la vie quotidienne d'un industriel simplement. Je voulais simplement rappeler que nous sommes même à la fin du temps qui nous est accordé pour cette session. Je vous laisse quand même continuer très rapidement pour finaliser. Pardon, je vais essayer d'aller rapidement comme ça. Je vais essayer d'aller rapidement comme ça. Donc pour l'intelligence artificielle au service de la production. Donc pour moi, l'intelligence artificielle représente une opportunité incroyable pour l'Afrique parce qu'elle permet d'optimiser automatiquement les lignes de production, d'améliorer la qualité, surtout de prédire les comportements de la machine. Je pourrais, c'est-à-dire parler encore plus de ça, mais je le laisserai pour la table ronde. Digitalisation et gouvernance industrielle. Donc digitaliser, pour moi, c'est rendre l'industrie plus transparente et plus efficace. Parce qu'avec des solutions ERP, CRM, des GMA qui sont intégrés, on peut gérer tout le process de la chaîne de valeur à travers les opérations, la maintenance, les ventes, la planification et la gestion des interventions. Mais pour moi, l'aspect le plus important, c'est l'infrastructure IT. L'infrastructure IT, il est vraiment importante à prendre en considération si on veut commencer à instaurer cette politique ou bien cette stratégie de maintenance prédictive ou bien industrie 4.0 parce que une infrastructure 4.0 aura besoin de serveurs, d'un réseau interne, l'aspect cybersécurité, le stockage cloud. Donc,
une usine qui installe des capteurs IoT pour surveiller des machines en continu doit vraiment renforcer l'infrastructure IT, son infrastructure IT pour permettre de voir. L'autre aspect, c'est principalement la connectivité et l'adaptabilité des solutions Industrie 4.0 avec l'existant. Ça, c'est l'autre aspect qui est très important. Il faut que les solutions que vous proposez doivent être adaptables et avoir tous les protocoles de communication nécessaires pour qu'ils soient complètement intégrables avec l'infrastructure qui est existante. Et je peux parler encore plus de ça c'est-à-dire prochainement lors de nos échanges. La cybersécurité, pour moi, c'est le bouclier de l'industrie 4.0 parce que les cyberattaques ne ciblent plus maintenant les banques et les administrations, mais ils ciblent aussi les usines, les capteurs IoT, les automates. Donc, les conséquences peuvent être vraiment dramatiques et peuvent mener à un arrêt de production, des pertes financières. Et je pense que juste 2 jours avant, il y avait une attaque sur le Cloudflare et l'impact a été colossal. Je parlerai rapidement quels sont les défis actuels que nous avons par rapport à l'intégration de l'industrie 4.0. Premièrement, le coût d'accès à certaines technologies et c'est principalement dû à la visibilité qui est très minimale par rapport à ce qu'il y a dans le marché. Donc, mon invitation est de faire un benchmark et ne pas se limiter à l'Europe. Allez voir ce qui se passe en Chine, allez voir ce qui se passe en Amérique du Nord, parce que vous allez voir qu'il y a une diversité et des options qui sont vraiment très importantes pour voir. Le manque de compétences techniques, mais ce manque de compétences ne vient pas principalement de l'éducation, mais principalement, je dirais, de l'aspect de l'immigration. L'écosystème industriel africain n'est pas déjà prêt et ne renforce et n'encourage pas les compétences africaines à vraiment développer et montrer leurs compétences dans le marché industriel, parce que l'écosystème ne le permet pas. Et principalement, pour moi, la faible coordination continentale. Et je pense que ces aspects-là ont été bien détaillés par les premiers intervenants que je remercie. Alors pour moi, si je veux parler de feuille de route digitale, premièrement, connecter les machines, nos usines et nos talents. Parce que quand on parle de connecter, on peut parler c'est-à-dire seulement de connecter les machines, mais pour moi, il faudrait connecter les talents, il faudrait voir comment faire revenir les compétences africaines vers le continent, comment les encourager, mais ça vient à travers la préparation d'un écosystème industriel et économique qui favorise, c'est-à-dire le développement, qui favorise l'intégration des compétences africaines à l'échelle régionale en Afrique. Deuxièmement, automatiser pour plus de productivité et sécuriser. Et troisièmement, c'est africaniser les solutions pour répondre à nos besoins locaux. Le futur industriel africain doit être technologique, durable, mais surtout africain, à travers les aspects que j'ai cités, mais aussi à travers les points qui ont été, c'est-à-dire évoqués par les premiers intervenants. Donc, si je dois retenir une seule chose de cette présentation, donc pour moi, l'Afrique ne doit pas seulement rattraper le monde, mais elle doit être susceptible d'être au niveau des premières avancées. Grâce à quoi? Grâce à la jeunesse, grâce à la technologie, mais aussi grâce à une vision où nous décidons de construire ensemble. Le futur industriel du monde peut être africain. Et ce futur commence, je dirais, maintenant, en essayant de préparer l'infrastructure et toutes les conditions nécessaires à notre jeunesse de faire savoir et aussi développer ses compétences
à l'échelle africaine. Donc voilà, je vous remercie énormément. Je suis désolé si j'ai fait plus que le temps qui a été établi, mais voilà, je devais vraiment parler de tous ces aspects-là pour essayer de parler de tous les aspects qui touchent ce sujet-là. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Sardé, pour cette très, très belle présentation. Je pense que y a rien à dire. Après cette présentation, s'il y a un chef d'entreprise qui est ici, qui hésite encore à passer au niveau des nouvelles technologies, justement, pour moderniser son usine, après cette présentation, il n'y aura plus d'hésitation. Donc, pour résumer, c'est l'efficacité, rapidité, accessibilité, maintenabilité, et puis tout ça à moindre coût, justement, que offre les nouvelles technologies aujourd'hui aux entreprises existantes déjà et aux entreprises naissantes. Donc, je voulais quand même, j'avais 2-3 questions à poser rapidement, oui. Mais puisque nous n'avons pas le temps, je vais juste vous dire, si vous deviez lancer une invitation, par exemple, à un chef d'entreprise aujourd'hui qui hésite encore à moderniser son entreprise, son usine grâce aux nouvelles technologies, que leur diriez-vous? Alors, ce que je dirais, c'est que quand je parlerai à un chef d'entreprise ou bien à un acteur industriel, et quand vous le parlez, lui, il va parler principalement argent. Parce que sa question, qu'est-ce que je vais gagner en adoptant ces technologies? Donc, ma réponse, elle est claire. En adoptant ces technologies, vous avez une efficacité énergétique, vous avez une visibilité sur ce qui se passe au niveau de votre usine, et vous pouvez gérer ce que vous pouvez faire par rapport à votre chaîne de valeur parce que vous avez toutes les données nécessaires pour d'aide à la décision, pour prendre une décision par rapport aux actions de développement de votre chaîne de valeur. Donc, les industriels africains doivent faire confiance à la jeunesse africaine parce que les compétences, c'est pas ce qui manque au niveau de l'Afrique et à l'image. Vous-même, moi-même, mademoiselle Nafissatou, Zakaria. Donc, il y a énormément de compétences, mais malheureusement, Nafissatou, il est en France. Moi, je suis au Royaume-Uni. Vous allez trouver énormément de compétences qui sont en Europe, en Amérique du Nord. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais parce que le contexte économique et industriel africain ne permet pas vraiment, il n'est pas vraiment très encourageant à ce stade-là pour essayer de les encourager à développer et à montrer ce qu'ils sont capables en termes de développement. Donc, mon message aux industriels et aux grandes entreprises africaines, c'est de déjà faites confiance à la start-up et préparez un écosystème qui est spécifique aux startups africaines parce que ne donnez pas un projet à une startup africaine qui est une startup qui vient de commencer avec des conditions qui sont plus adaptées à une entreprise qui a plus de 20 ans d'expérience. Je vous donne un exemple concret, les délais de paiement. Donc, si on parle de délais de paiement, une startup ne survivra pas avec des paiements de 3, 4, 5, 6 mois. Une grande entreprise survivra, mais une start-up devrait avoir des avantages dans ce sens-là, être encouragée par des conditions de paiement qui sont encourageantes, être capable d'avoir cet accès aux événements internationaux. Si on parle de la GITEX Africa, si on parle des événements mondiaux, une start-up marocaine ou bien africaine, est-ce qu'elle a les capacités de financer un accès pour avoir un stand pour présenter ce qu'il a? Je doute fort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout un écosystème qui doit être favorable à ces startups, c'est-à-dire africaines, pour permettre de montrer cette valeur ajoutée. Voilà. Tout à fait. Donc, sans transition, en tout cas, merci beaucoup, vraiment grandement merci encore une fois de plus. Je vais passer la parole maintenant à Nafissatou qui va introduire la table ronde pour une discussion brève afin de conclure justement ce sommet. Nafi, à toi la parole. Alors, je pense qu'on est largement au-delà du timing qu'on s'était donné justement pour cette session-là. Peut-être parce que le sujet intéresse, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je pense que, et du coup, on a tendance justement à s'étaler. Et si à en mettre mot, comment je retiens de tout ça, c'est l'écosystème.
c'est revenu, mais à chaque fois, l'écosystème. Et je pense que c'est comme M. Bazongo le disait, et c'est chacun de son positionnement qu'il puisse justement créer cet écosystème, même si c'est à petite échelle, pour que justement ensemble nous puissions aller vers le grand écosystème qui favorisera la mise en place justement d'un environnement industriel, mais plus large, de vraiment un environnement économique qui répondre à nos besoins aujourd'hui en Afrique. Je pense que nous devrions avoir une 4e présentation, mais malheureusement qui ne sera pas possible. Et donc la question que moi j'ai posée aux différents intervenants, s'ils sont encore là avec nous, c'est justement on a parlé de la place des ingénieurs, on a parlé de la capacité humaine des ingénieurs de façon générale. S'il y a une question, c'est au final, justement, on a parlé du fait qu'il y en a qui sont à l'extérieur, qui ne reviennent pas. Au final, quelle place occupent ces jeunes-là? Parce qu'au final, c'est à eux d'aussi apporter leur valeur ajoutée, de revenir et tout. Pour justement rebondir sur la thématique qui devait être abordée par Mme Hadija sur les talents et l'impact de cette jeunesse-là, justement, sur cet écosystème, parce qu'au final, on parle d'un écosystème où moi, Nafissatou, en tant que jeune ingénieur, je ne sais plus où appuyer pour avoir un impact, parce que au final, c'est pas que moi seul. Donc, quelle réflexion vous avez par rapport à cette question-là, même si elle est un peu, voilà, un petit peu mélangée. Et peut-être qu'on va repasser la parole à Dr Alfred, le temps de revenir à M. Serdi. Oui. Là, non, le micro, il est coupé toujours. Alors, est-ce que l'équipe technique peut remettre le micro du docteur Alfred, si c'est possible? Alors, c'est bon. Non. Toujours pas. Alors, est-ce que M. Bazongo nous entend et peut parler? Oui, j'entends bien. OK. Alors, ce sont les aléas du direct. On va peut-être permettre à M. Bazongo de rebondir sur la question le temps que Dr Alfred puisse se reconnecter. OK, merci pour la question des talents. Souvent, je dis, il y a 3 éléments, disons, des fondamentaux d'un écosystème. Je l'ai dit il y a quelques minutes. Il y a la culture entrepreneuriale, le capital et les talents. Donc, les talents, c'est-à-dire sans talent, c'est pratiquement impossible de pouvoir mettre en place un écosystème. Et on a pris, nous, par exemple, au Burkina, on a pris cela à cœur, et pas seulement au Burkina, disons dans la région, et on contribue à former énormément de talents, par exemple dans le domaine de l'IA, de la data et tout, à travers des programmes qu'on organise. Il y a plein de programmes qui existent, qui veulent en fait former des talents. Et ce sont des choses qui se font en collaboration avec la diaspora. C'est-à-dire, même si tu es de la diaspora, tu peux contribuer à quelque chose en Afrique. J'étais de la diaspora, je comprends en fait la question très bien. Il y a certains sont rentrés, certains ne sont pas rentrés. C'est pas un problème. C'est-à-dire, de là où tu es, tu peux apporter quelque chose au continent. Voilà, à travers, ne serait-ce que vous êtes en France et en Europe et tout, mais voilà, vous apportez de la valeur à ceux qui sont au niveau du continent. La connaissance, la réflexion, tout cela, c'est important parce que c'est ça qui permet aux gens d'avoir les éléments qui vont les permettre de tenter quelque chose sur le terrain. Voilà, donc je pense que c'est ça le talent. Le talent, il n'est pas que physique, mais aussi il est intellectuel. Et ça, c'est vraiment capital. Je pense que c'est ce que la diaspora doit penser à faire. Mais à un moment donné, étant dans la diaspora, à un moment donné, tu vas parler, et puis tu auras envie de venir sur le terrain. Et là, il faut faire le pas. Mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est souvent une question, c'est un coup de tête. Rentrer en Afrique, c'est un coup de tête. Ça vient comme ça, on dit, bon, finalement, OK, on rentre. Et lorsque ce coup de tête arrive, il ne faut pas réfléchir.
il faut y aller. Parce que si tu veux être logique, tu ne vas jamais rentrer en Afrique. Il faut vraiment, voilà, il faut y aller simplement. Donc, voilà. Donc, on a vraiment besoin des talents. Et il y a une conférence à laquelle je disais qu'il y a des pays qui ont eu des politiques pour chercher les talents. Oui, des politiques pour chercher. Et d'ailleurs, on le fait actuellement. Quand vous voyez le football, par exemple, le football, il y a des politiques pour aller chercher les binationaux, les talents, voilà. On fait ça en football. Donc, ce qu'on fait en football, on doit aussi le faire dans les technologies, dans l'industrie, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait des structures qui disent, OK, on a identifié Nafissatou, Michaela, ce sont des talents, il faut aller les chercher. Même si on va leur dire, OK, venez, on a un business qu'on veut que vous gérez. C'est comme ça, en fait, que ça se passe. Le Rwanda le fait, OK? Et il y a certains pays en Côte d'Ivoire qui le font. Et il ne faut pas forcément regarder la nationalité. Il faut regarder le talent, ce que la personne peut apporter. Voilà. Je ne sais pas si, docteur Sawadogo, ça va maintenant? Parce que ça va pas. Il faut que, parce que moi, je vais écouter aussi. Je pense que l'équipe technique est en train de mettre en place. Est-ce que M. Serdi pourra apporter une petite réponse par rapport à ça? Mais je pense que la question a été abordée et dite, mais bon, c'est toujours bien, nous, en tant que jeunes, justement, de pouvoir entendre ce que la perception d'autres par rapport au sujet. Oui, bien évidemment. Donc, si que je devrais dire par rapport au talent, il y a deux aspects. Il y a l'aspect acteurs industriels qui doivent changer leur mindset, comment ils voient la start-up, parce que, encore une fois, depuis mon vécu, une start-up comment elle est vue par rapport à une industrie qui est, c'est-à-dire émergente, une industrie ou bien un acteur industriel qui est c'est-à-dire assez fort dans le marché africain, elle est toujours vue comme étant c'est-à-dire une entité qui a seulement commencé et qui a besoin d'aide. Ça, c'est la vision qu'ont les industriels par rapport aux startups. Chose qui ne doit pas être normalement. Pour moi, comme étant un industriel, acteur, et je suis à la recherche des solutions, je pourrais tirer plus d'avantages en faisant confiance à des startups et à des talents. C'est-à-dire des startups qui ont venu de commencer, parce que là, je verrai de la motivation. Je verrai aussi du coût, parce que le coût serait toujours minimal si je le compare par rapport à intégrer une même solution en la comparant, en l'intégrant, en utilisant une solution qui est déjà existante, d'une solution qui est par exemple européenne ou bien en Amérique du Nord. Je peux te dire que ça pourrait, c'est-à-dire en faisant confiance à une start-up africaine qui me rapporte la même valeur ajoutée, j'aurai un prix qui est encore plus bien. Donc, par rapport aux industriels, je pense qu'ils doivent changer leur mindset, comment ils voient la start-up. Il faut voir la start-up comme étant une opportunité de développer mon business en aidant cette start-up à émerger au sein de ma chaîne de valeur, mais aussi l'impact financier serait énorme par rapport à la chaîne de valeur que je produise. Donc, l'autre aspect, c'est la start-up elle-même. Il faut que les start-up africaines s'ouvrent sur le marché international et voient ce qui se passe dans le marché. On parle d'innovation, oui, mais est-ce qu'on peut innover depuis le début? Je dirais que c'est très compliqué. Donc, mon approche que je voudrais, c'est-à-dire partager et déjà faire le benchmark sur ce qui se passe sur le marché international, faire venir toutes ces technologies et les faire connaître, et après essayer de nationaliser la production ou bien faire un taux taux d'intégration qui commence à être beau. C'est comme ce qui se passe dans l'automobile au Maroc. Donc, premièrement, c'était seulement des usines d'assemblage, mais maintenant, on est à des taux d'intégration qui dépassent les 80%. Ouais. J'invite vraiment les startups à faire ça, parce que
Déjà, les grands industriels et les grands compétiteurs en industrie 4.0, ils ont déjà des solutions qui sont assez matures, qui sont déjà compétitives. Tu ne peux pas vraiment commencer depuis le début par de l'innovation. Il faudrait commencer à voir ce qui se passe dans le marché, apporter cette valeur ajoutée en Afrique et après commencer à réfléchir comment on essaie de nationaliser cette production et ces innovations au niveau du marché, dans la chaîne de valeur africaine. Voilà. Ok, je pense que c'est aussi une réflexion qui est à la fois quand on quitte de l'écosystème, rien que nous, Burkinabés et Marocains, on voit que la tendance de réflexion justement n'est pas à la fois à la même chose, mais on n'a pas les mêmes réalités de contexte industriel de développement. Quand il parle notamment de l'industrie automobile aujourd'hui, le Maroc implique un écosystème en termes de production de certaines pièces de pièces automobiles qui s'intègrent dans la chaîne de valeur mondiale, tout simplement parce qu'il y a le coût qui sont beaucoup plus faibles et il y a l'écosystème d'ingénieurs qui sont là pour répondre à ce besoin-là. Donc, c'est aussi penser à cette réflexion. Peut-être on n'a pas les capacités ou les moyens de tout mettre une chaîne en place, mais c'est justement, comme M. Bazongo le disait, identifier le segment de la chaîne où l'on peut apporter cette valeur ajoutée-là et justement se montrer performant, compétitif et obliger la sphère internationale à passer par nous pour aussi développer justement cet écosystème. Ouais. Et je vais passer maintenant la parole à Dr Alfred pour rapidement un mot et on va clôturer la session. On a parlé d'écosystème, on a parlé des talents. Mais comment les talents, moi je pense que c'est une question aussi qui fait écho au docteur. Comment on influence, comment on arrive à imposer cet écosystème-là, à influencer, parce qu'on est aujourd'hui en 2025 et on a l'impression que les États africains ne c'est pas ce qui est une priorité chez nous. Comment on arrive finalement à renverser la tendance pour que ce soit une priorité, pour qu'on en pense et qu'on puisse agir? Je pense qu'on est déjà sur la voie avec des initiatives comme celle-là pour commémorer la journée mondiale de l'industrialisation. En fait, l'agenda des dirigeants est terminé par ce qui mobilise les populations. Sur un point, on finit par l'imposer. Et donc, c'est vraiment s'organiser, juste quelques voix solitaires comme les nôtres qui parlent de temps en temps sur les radios et les télévisions, mais vraiment un mouvement qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir dire que l'industrialisation est la priorité de l'Afrique et pouvoir donc nous organiser justement pour influencer tous les éléments qui constituent l'écosystème. Il faudrait donc qu'on mette sur la table l'éducation donc dans tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et nous, dans ce sens, nous sommes en train de lancer une ONG, l'ONG Afrique et Savoir, dont le rôle est de promouvoir l'éducation scientifique en Afrique, en accordant notamment des bourses à des élèves qui sont dans les filières scientifiques. Voilà, on parle beaucoup d'IA, mais il n'y a pas d'IA sans des élèves brillants en mathématiques et tout ça. Donc, vraiment, il faut que chacun de nous puisse agir sur un levier. Donc, nous, en tant qu'ONG, on va donc donner des bourses pour qu'il y ait plus de jeunes brillants en mathématiques, brillants en physique, chimie et autres. Voilà. Et vous également, avec vos capacités, vous pouvez vous mobiliser pour lancer des initiatives. Donc, pour moi, le tout, c'est vraiment non seulement de faire tout ce qui est à notre niveau en termes d'initiatives, notamment des initiatives citoyennes. Voilà, on peut décider, par exemple, de prendre en charge la bourse de 2 enfants, donner 3 bourses, donner 4 bourses à des enfants qui sont dans les filières scientifiques. C'est une façon de contribuer à l'industrialisation de l'Afrique comme ça. Vous voyez, parce qu'on sait que l'industrialisation se base sur le capital humain. Vous voyez, agir aussi sur le levier financier. Nos amis qui sont des financiers, qui font des montages de projets en finance et tout, ils peuvent nous aider également à avancer sur ce volet-là, sur le plan des infrastructures. Bref, il faut qu'on multiplie les initiatives citoyennes d'un côté et aussi de l'autre côté, continuer à travers les médias, continuer à travers les plateformes d'information à interpeller les gouvernants. Il ne faut pas se lasser de les interpeller. Un jour, ça finira par payer. On ne sait pas quand, mais si on continue de mettre la pression, ça finira par payer. Et je m'arrête là. Merci. Tout à fait. Je pense que ça finira effectivement par payer. Michael, vas-y. Oui, tu me permets, je vais répondre justement sur ce que le docteur vient de dire là, sur l'interpellation des gouvernants. Eux qui, bon, je parle de docteur, de M. Bazongo et de M. Saïdivou qui avaient des voix aussi écoutées et qui avaient justement la possibilité d'interpeller plus directement, plus que nous en tout cas, plus directement les gouvernants
c'est une invitation que je fais à votre égard sur justement comment faire des recommandations à faire pour un alignement entre éducation, recherche et industrie. Parce que on sait que justement, M. Saïdi, et comme vous tous l'avez dit, l'éducation, c'est la base, la recherche qui propulse justement l'innovation. Et puis voilà, il faut quand même que les gouvernants tentent justement de temps en temps, voilà, de mettre le paquet sur la recherche et sur l'éducation, en fait, afin de favoriser justement cette industrie. Moi qui ai fait mes études supérieures au Maroc, je peux dire que, bon, au Maroc, en tout cas, je vois justement qu'il y a cette synergie-là entre la recherche et puis l'innovation, en fait, parce que les industriels marocains soutiennent pour la plupart, justement, donnent même des bourses pour la recherche scientifique, en fait. Tout à fait. Et c'est même dans la même logique, rien que les entreprises actuellement qui existent, proposer des problématiques qu'ils ont en interne dans leurs industries à des étudiants justement dans leur cursus scolaire pour qu'ils puissent venir apporter des solutions. Parce que comme M. Serdi l'a dit, il faut croire à la jeunesse, il faut croire aux jeunes talents parce qu'ils apportent de nouvelles manières de faire et qui peuvent rien que pour des solutions apporter vraiment de la valeur ajoutée et de la productivité au sein des industries qui existent, même si elles ne sont pas forcément des plus grandes et plus compétitives, pour que, voilà, dans la même logique, on puisse faire vraiment aller petit à petit, mais vraiment vers un écosystème industriel. Et comme Monsieur Alfred, Dr. Alfred l'a dit, ça finira forcément par venir. On ne sait pas quand, peut-être pour les générations futures, mais en tout cas, l'initiative, elle est lancée. Et comme on l'a dit, il faut de la conscience dans les activités. Donc, nous, en tout cas, on s'est donné pour objectif de tenir ces sommets-là chaque année jusqu'au moment où beaucoup plus de personnes prendront conscience que il faut un moment où on s'assoit et qu'on réfléchisse par rapport à la question de l'industrialisation de l'Afrique. On souhaite le faire en présentiel un jour, on verra bien. Mais dans tous les cas, nous, on est lancés dans la même initiative. Et je vais permettre rapidement pour qu'on termine à Monsieur Zakaria Sankara, qui l'équipe technique, comme on a toujours dit, qui donne juste un mot pour qu'on sache que derrière aussi, il y a une autre personne qui est dans l'équipe et on va clôturer ce panel qui a duré, je dirais, environ 2h30 minutes. Vraiment, bravo à toute l'équipe, et aux modérateurs et aux panélistes. C'était un fervent sommet. Et en faisant ce genre de choses, nous espérons qu'on sera parmi les industries les plus modernisées dans le monde. Donc, vraiment, merci beaucoup. On se donnera rendez-vous l'année prochaine pour d'autres sommets, d'autres perspectives, et tout en gardant l'œil sur la recherche et l'innovation au cœur de l'Union africaine. Merci. Merci bien, Zakaria. Merci, Monsieur Bazongo. Merci, Dr. Alfred. Merci, Monsieur Serdi, pour votre présence, vos interventions et votre apport justement sur les différentes questions. Comme on l'a dit, il y a un lien qui est disponible pour les participants qui souhaitent avoir une attestation de participation. C'est disponible. Merci à Monsieur Bazongo qui nous a permis justement d'avoir ce lien-là. Et puis, merci à toutes ces personnes-là qui se sont connectées. Ça fait 2h30, c'est pas évident, mais nous sommes restés là. Et notre objectif, c'est justement de continuer ce genre d'initiative pour que, comme on le dit toujours, que la question revienne dans le débat public et qu'elle soit prise en compte et que petit à petit, même si c'est pour les générations futures, au moins nous puissions poser les bases pour vraiment un écosystème industriel plus rayonnant et plus présent justement dans cette chaîne de valeur mondiale comme on l'a souligné dans la thématique. Merci à toutes les personnes, merci à vous tous et bon week-end et portez-vous bien et à la prochaine édition. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.